Bonjour. Bienvenue sur Avon Morgan. J'espère que vous allez bien. Pardon, je ris parce que je n'avais pas regardé en fait où j'arrivais dans le cadre et tout ça avant, et je trouve ça très drôle d'être si petite. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Il m'en faut peu pour être heureuse, enfin pour rire en tout cas. Voilà. Alors, je crois que je reviens pour Manon. Je vais jamais m'en sortir. Manon Lescaut et Manon de Georges Clouzot. Je vais essayer d'être simple et efficace et de me concentrer surtout sur ce que je dis. Voilà, je vais faire une version courte et une version longue, et celle-ci c'est censé être la version courte. Alors allons-y sans plus tarder. Ce que je voulais dire sur Manon Lescaut de l'abbé Prévost, d'abord je voulais m'attacher à la figure de chevalier, puisque selon moi, si son livre n'a pas eu un très bon accueil, c'est sans doute parce que il critiquait ouvertement et de façon acerbe les chevaliers, les nouveaux chevaliers, on va dire, les chevaliers qui héritent de leur charge ou qui peuvent l'acheter aussi. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'était possible. Et il les compare aux chevaliers. On va dire qu'il fait peut-être une sorte d'opposition, une sorte de comparaison entre la courtoisie et la galanterie. Et pour lui, la courtoisie l'emporte. On va dire ça comme ça. Effectivement, le chevalier des Grieux est cité comme tel dès le début du livre. Il n'a fait aucune démonstration de ses valeurs avant de l'obtenir. Et des valeurs qui accompagnent en tout cas l'imaginaire qu'on se fait du chevalier grâce aux romans qui sont écrits surtout au XIIe siècle. Voilà, donc que ce soit d'être courageux, loyal, de faire preuve d'abnégation, d'être d'une certaine droiture d'être pondéré entre passion et raison, de choisir son devoir en fait. Voilà, et aussi une sorte de fidélité et de discrétion, tout ce qui s'accompagne. Tout ce qui accompagne, voilà, la courtoisie. Donc, ces valeurs-là, normalement, on les acquérait avant d'obtenir le titre de chevalier, c'est-à-dire et en faisant la démonstration. Et après, simplement, on était nommé chevalier, on était adoubé. Mais donc on était garçon d'écurie, écuyer. Je n'ai pas vérifié tout le chemin, pardon. Mais voilà. Or, ce n'est plus le cas. Et l'abbé Prévost critique acerbement cet état de fait, car, on peut le voir, le chevalier des Grieux ne témoigne d'aucune de ses qualités tout au long de l'œuvre de Manon Lescaut. Il manque de courage, qu'il ait peur, enfin oui, il a souvent peur, mais les chevaliers ont peur aussi, mais ils dépassent cette peur. Mais lui a peur, mais cette peur l'empêche de faire quoi que ce soit. Et il n'est pas fiable, il n'est pas loyal, il ment, il trompe, il est fourbe.
voilà, je pense que c'est déjà pas mal une critique assez claire, assez fidèle au portrait que nous en fait l'abbé Prévost dans Manon Lescaut. Mais attention, parce qu'il fait ça, mais en contrepartie, en comparaison, il nous dresse le portrait de personnages qui, eux, témoignent de ses valeurs et font preuve de ses qualités, qui sont attachés à la figure du chevalier. Donc, par exemple, ça va être l'homme de foi qu'on voit à travers la figure de Tiberge. Tiberge qui est donc le meilleur ami du chevalier des Grieux, qui ne cesse de vouloir le rattraper pour lui faire suivre la même voie que lui et pour lui dire que là il sera heureux parce qu'il apprendra à tempérer ses passions et il pourra vraiment avoir accès au bonheur de cette façon-là. Et il y parvient presque une fois, alors que donc le chevalier des Grieux a été... Enfin, son père est venu le chercher avec son frère. Et après être resté quelque temps chez son père, c'était après leur première fuite à Paris avec Manon. Il s'engage à Saint-Sulpice, enfin il commence le séminaire et tout se passe plutôt bien, c'est vrai. Jusqu'à ce que Manon, et là c'est peut-être le seul grief qu'on peut lui faire, après avoir entendu il fait une intervention publique, elle vient lui dire qu'elle l'aime et qu'elle l'aimera toujours, et voilà, et donc lui, il est tout de suite il replonge dans cet amour parce que sans doute il n'a jamais cessé de l'aimer, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que dit l'abbé Prévost. Oui, pour moi, le seul moment où le chevalier des Grieux témoigne d'une qualité chevaleresque, c'est peut-être quand ils sont à la Nouvelle-Orléans. Ils voulaient se marier dans les règles de l'art, on va dire, à l'église pour être unis jusqu'à devant Dieu, en fait, avec Manon. Il devait obtenir l'autorisation du gouverneur et pour cela dire qu'il n'était pas déjà marié, donc avouer un mensonge. Sinlay, le neveu du gouverneur, lui est séduit par Manon, il aimerait aussi l'épouser. Donc ils se rencontrent en duel, un duel qui n'est pas autorisé n'est plus légal, il me semble. En tout cas, ils se battent en duel et là, Sinlay perd son arme. Et à ce moment-là, le chevalier des Grieux, au lieu de le tuer, de l'achever, il lui redonne son arme. Et c'est peut-être à ce moment-là le seul moment où vraiment on a affaire à un chevalier. Sauf qu'après, il pense l'avoir tué. Et à ce moment-là, pris de peur, il décide de s'enfuir et donc il va chercher Manon pour qu'elle s'enfuie avec lui. Voilà. Quelles sont les autres figures de chevaliers dans Manon Lescaut? Qui peut remplacer alors le chevalier? Nous avons déjà donc la figure de Tiberge, l'homme de foi. Alors attention, parce que l'abbé Prévost distingue l'homme de foi du religieux, qui, on va dire, du prélat, qui va profiter de sa charge, du luxe de sa charge, et va plus tomber finalement dans le péché que d'être vertueux comme l'homme qui reste dans le chemin de la foi, on va dire.
Là, je parle pas pour moi, hein, je parle toujours selon ce qu'est écrit très clairement l'abbé Prévost. Et donc on a Tiberge, qui est d'une fidélité absolue envers son meilleur ami, le chevalier des Grieux, bien que celui-ci s'enfuit à plusieurs reprises, lui mente, ne l'écoute jamais, ne lui rende pas son argent, ne fasse appel à lui que pour lui demander quelque chose. Et malgré tout, il est toujours là, toujours loyal, même quand il le dit à maintes reprises, le chevalier des Grieux, j'hésitais à faire appel à Tiberge, à qui je n'avais pas... et pourtant, Tiberge est toujours là, répond toujours présent, devance même, puisqu'à la fin, il va jusqu'à traverser l'océan Atlantique pour aller chercher le chevalier des Grieux, alors même qu'il ignore s'il va le trouver, s'il est blessé, s'il est vivant. Il va le chercher pour le ramener chez son frère, pour le sauver, le remettre encore une fois dans le droit chemin, le chemin qu'il estime être le meilleur pour son ami. À tel point, j'y ai vu une telle dévotion que moi, je sais qu'il y a des amitiés très très fortes et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir un peu d'amour, en tout cas de la part de Tiberge pour le chevalier des Grieux. À un tel niveau de sacrifice. Mais c'est vraiment ma pensée. On a aussi le directeur de Saint-Lazare. De la même façon, il tente d'aider le chevalier des Grieux. Il l'écoute beaucoup, il parle avec lui. Il est un petit peu comme si c'est pas comme un père, comme un mentor en tout cas. Il a beaucoup d'empathie pour lui et il essaie de le conseiller, il l'aide. Et malgré tout, là, le chevalier des Grieux va non seulement le trahir, le tromper, mais en plus il le menace d'une arme qu'il a demandé aussi à Tiberge de lui fournir. Et il menace donc le directeur de Saint-Lazare de mort, il le menace, donc à un moment il le menace de mort, et en plus, malgré tout, le directeur de Saint-Lazare va couvrir le chevalier des Grieux, ne va pas dire qu'il a tué un garde. Et d'ailleurs, un garde qui tue d'une manière peu chevaleresque, parce que je ne sais plus s'il le tue alors qu'il est de dos ou qu'il est désarmé, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc l'homme de foi, à pas confondre avec le prélat religieux. On est plus sur Saint François d'Assise que sur Monseigneur, je ne sais pas quoi, je n'ai pas d'exemple. Voilà. Et là, j'en viens au moment où peut-être, l'abbé Prévost, s'il était à côté de moi, me dirait « Non, tu exagères Morgane, je n'ai jamais voulu dire ça. » Et pourtant, je suis désolée, mais ça transpire tellement à travers ce roman, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il le voulait malgré tout. En tout cas, c'est la lecture que je peux faire après aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé entre le moment où il l'a écrite et maintenant. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la vraie figure de chevalier dans Manon Lescaut, c'est bien Manon. Car, et contrairement au chevalier des Grieux, elle est d'une fidélité absolue envers lui. Elle ne le remet jamais en cause, l'amour qu'il pourrait avoir pour elle, qu'il pourrait ressentir pour elle. Et elle ne vacille jamais sur cet amour qu'elle lui porte. J'ai parlé tout à l'heure de cet épisode à Saint-Sulpice, mais à chaque moment,
à partir du moment où ils se sont rencontrés alors qu'elle allait entrer au couvent, et donc qu'ils s'enfuient ensemble, malgré le fait qu'il ne l'épouse pas alors qu'il pourrait très bien, s'il avait un peu le courage d'annoncer ça à son père et peut-être de renoncer à son héritage, mais en tout cas, voilà, s'il avait ce courage-là, il pourrait tout à fait se marier avec elle dès le début. C'est pas ce qu'il choisit. Il choisit de vivre une liaison un peu cachée et bref, elle ne remet jamais en cause son attachement, ni sa volonté, ni son amour. Et elle ne vacille jamais, oui, sur l'amour qu'elle porte au chevalier des Grieux. Même quand son frère et d'ailleurs aussi le chevalier des Grieux joue un peu les proxénètes, quand elle doit séduire monsieur de GM, puis son fils, lorsqu'ils veulent lui faire les arnaquer. Elle rappelle constamment l'attachement profond qu'elle a au chevalier des Grieux et son amour. Et d'ailleurs, l'abbé Prévost le dit très tout à fait ça y est, je perds mes mots. Directement, Manon, elle n'est pas mal intentionnée en fait, contrairement à ce que prétend le chevalier des Grieux, souvent qui remet toujours en cause, par contre, qui la soupçonne de le tromper, de ne plus l'aimer, de ne jamais l'avoir aimé, de le manipuler, d'être une fille qui manigance, une limite perverse, qui joue avec lui, avec ses sentiments, qui l'utilise. Non, l'abbé Prévost le dit à plusieurs reprises. Non, Manon, c'est une gentille fille, elle est pas mal intentionnée, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut avec ses atouts, ses outils. Et finalement, il le dit aussi directement, le problème de Manon, c'est que c'est une femme qui a toujours été et ne peut pas faire autrement que d'être sous l'autorité des hommes qui décident pour elle en fait. Elle n'a pas de liberté, elle ne gagne pas son argent, elle devait aller au couvent parce que son père lui réservait cette voie-là. Elle s'enfuit avec le chevalier des Grieux, ils vont à Paris, il n'a pas d'argent, il ne peut pas demander, à part à Thiberge, il n'ose pas demander à son père, il ne veut... Donc elle a cette relation avec monsieur de B qui lui donne de l'argent et elle fait vivre comme ça aussi le chevalier des Grieux. Et ensuite elle va jouer de ses charmes aussi auprès de monsieur de GM et de son fils. Mais et aussi non, là je me trompe. Mais c'est toujours tout ce qu'elle arrive à avoir en plus avec ses relations, elle en fait profiter tout le temps le chevalier des Grieux. Elle va jusqu'à sacrifier sa vie parce que en fait, quand à la fin, alors ils arrivent enfin, alors qu'elle a dû s'exiler parce qu'elle a été condamnée en partie à cause de lui, à s'exiler. Donc, elle est à la Nouvelle-Orléans. Ils arrivent enfin à avoir une vie à peu près équilibrée. Lui, il veut absolument se marier à l'église. Et après, il vient la voir parce que donc il croit avoir tué Sinley. Et elle est déjà un peu malade, je crois. En tout cas, il lui demande de s'enfuir avec lui. Et elle lui dit non, mais c'est trop dangereux dans cette nature sauvage. On s'enfuit, on va mourir en fait. Et elle lui dit, elle le sait. Et pourtant, il insiste. Et
Et elle y va. Elle se sacrifie parce que voilà, elle l'aime et et que c'est comme ça, elle ne peut pas le laisser partir tout seul. Donc elle le suit. Résultat, elle meurt. Lui va pleurer. Alors il nous fait toute une histoire. Pardon, j'ai peu d'empathie pour ce personnage. Et peu de sympathie aussi d'ailleurs parce que, évidemment, vu comment il se comporte tout au long du roman, il est peu aimable. Et donc, il va pleurer, attendre la mort. Finalement, il attrape quoi? Une grippe parce qu'il est à moitié nu, qu'il n'a pas réussi à vraiment lui offrir une tombe décente. Et là, Tiberge, il est recueilli d'abord, je crois, toujours par le gouverneur de la Nouvelle-Orléans, qu'il condamne à peu de choses finalement, comme il est malade. Et puis Tiberge vient le chercher. Et il retourne chez son frère. Et là, il a une vie beaucoup plus... finalement, il récupère son chemin sans se préoccuper des conséquences de tout ce qu'il a. Même son père est mort de chagrin, en fait. Mais il n'y a rien... Sur sa vie, il y a peu de conséquences, finalement, à part le fait qu'il se plaigne et qu'il gêne sans cesse. Pardon. Voilà. Mais les autres ont souffert, les autres sont morts, les autres l'ont aidé, les autres ont aidé Manon. Lui, il a peu aidé Manon en fait, il a toujours des grands projets, mais finalement, c'est Monsieur Deté, le fils du directeur de l'hôpital, qui aide, c'est le surveillant qui devient leur serviteur qui aide. C'est Monsieur de Renoncourt qui aide, c'est le capitaine du bateau, c'est même le gouverneur, etc. qui aide Manon. Mais jamais vraiment le chevalier des Grieux. Tiberge aussi aide. Mais enfin, il n'aide pas directement Manon. Lui, il aide que le chevalier des Grieux. Enfin, voilà. Donc pour moi, la vraie figure de chevalier, qui fait ce qu'elle peut avec ses outils, on va dire, c'est Manon, qui ne fait passer que d'une autorité d'une autorité masculine à une autre autorité masculine, qui n'est pas libre et qui n'a pas d'argent et qui passe peut-être d'une prison à une autre, en fait, finalement. En sachant que la première, c'est le couvent, qui est peut-être on ne sait pas si c'est la pire ou non. Tout simplement. Voilà, je passe directement au Manon de Georges Clouzot. Je fais le parallèle rapidement parce qu'en fait, c'est un film déjà, une très belle lumière. Voilà. Regardez qui est le chef opérateur, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. La liste des... le générique est beaucoup moins long à cette époque, donc voilà. C'est une adaptation avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. J'ai l'impression que Georges Clouzot, est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est une volonté de tracer un trait comme ça? En tout cas, il prend une lecture tout à fait au premier degré de Manon Lescaut et en fait une femme totalement perverse, manipulatrice, et je n'arrive pas à trouver, je cherche un autre mot, hypocrite, enfin tout ce que vous voulez, tous les plus vils traits qu'on trace de la femme depuis, depuis des milliers d'années. Voilà. Et il reprend tout ça et il met ça dans son film. Alors voilà, très belle lumière. Une adaptation, il place l'adaptation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je vais m'attarder sur les scènes du début, la scène de fin. Donc, la scène du début, différence notable
Desgrieux dans ce film est un vrai chevalier, au sens général du terme, c'est-à-dire que lui, il a déjà une arme et il sait s'en servir. Il a déjà sans doute derrière lui des faits de courage, puisqu'il est résistant, qu'il lutte contre l'occupant, contre les nazis, qu'il libère son pays. Voilà, donc en cela... Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu, je touche au micro. Je disais que le chevalier Desgrieux était un vrai chevalier, armé d'un fusil mitrailleur. Il est résistant, il est en train de libérer les villages les uns après les autres. Il a donc des faits d'armes derrière lui. Voilà, on ne peut rien lui reprocher dès le début. Il est avec un de ses camarades, ils entendent des cris, ils se précipitent et là ils arrivent dans un salon de coiffure. C'est une scène un petit peu qui tend à ridiculiser les femmes, encore une fois j'ai l'impression, en tout cas elles sont en train de se chamailler, ça relève plus de la chamaillerie que de la vraie bagarre. Vous voyez, quand on se bagarre comme ça, quand on fait une fausse bagarre, c'est quasiment ça, elle se tire les cheveux. En tout cas, Manon est là, qui se fait violenter par d'autres femmes qui veulent la tondre parce qu'elle est accusée d'avoir eu des relations avec l'ennemi, avec les nazis, avec l'occupant. Et là, les deux résistants viennent à sa rescousse et d'une certaine façon, en tout cas, ils disent non, si elle est accusée de quelque chose, il faut qu'elle passe devant un tribunal, devant un juge pour déterminer si elle est coupable ou non. En attendant, on va la garder prisonnière et ils l'enferment dans l'église. L'église, soit qui est dévastée par les bombardements, mais l'église quand même, donc l'église sert de prison. On fait un peu le parallèle avec le couvent au début de Manon Lescaut où elle doit être enfermée et dont elle échappe, en fuyant avec le chevalier Desgrieux. En tout cas, elle est retenue prisonnière dans cette église. Desgrieux est chargé de la surveiller. Et là, elle l'implore de l'aider à se sauver. Et il y a une scène importante, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'église. L'église, comme j'ai dit, dévastée. Il y a des trous dans les murs à cause des bombardements. Et on entend des cris dans la rue. Un plan en plongée. Et on voit une femme qui s'est fait tondre effectivement, qui se fait conspuer. Et là, c'est un peu plus violent quand même. Elle se fait battre par les femmes dans la rue. Et juste avant, on voit donc Marie qui est renversée, qui a les mains en prière comme ça. On voit des anges aussi, des petits plans comme ça. Et le plan en plongée sur cette femme. Et là, donc, Manon implore Desgrieux de lui venir en aide, de la sauver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que je pense que si vous regardez Malena de Tornatore avec Monica Bellucci, ça donne une idée bien plus proche, à mon avis, de ce qu'était la véritable violence de ces scènes-là. Il y a des images d'archives aussi, hein, mais quand c'est filmé, c'est peut-être un peu moins violent. En tout cas, je pense que certaines scènes de violence devaient plus s'approcher de ce film-là, Malena avec Monica Bellucci, de Tornatore. Voilà, et donc bref, le Desgrieux ne résiste pas à
à cet ange, parce que c'est la figure qu'elle a. Elle a une figure angélique, elle est blonde, elle semble chétive, elle est la peau toute blanche, parce que ça a son importance dans ces films-là. L'ange est toujours rapproché de ces peaux blanches, presque diaphanes, avec les cheveux blonds. C'est la figure angélique typique. Elle a peut-être les yeux bleus, je ne me rappelle pas, mais je crois qu'il est en... Est-ce que c'est en noir et blanc? Des fois, non, c'est pas en noir et blanc, mais je me rappelle pas la couleur de ses yeux. Et bref, lui est sous le charme, donc il décide de l'aider. Il lui demande d'aller se cacher dans le confessionnal. Elle va se cacher dans le confessionnal. Lui s'en va chercher son autre camarade. Il revient et il lui dit: mais comment t'as pu laisser la prisonnière s'échapper comme ça? C'est impossible. Et là, le chevalier est déchu, on lui confisque son arme. Et est-ce que c'est après ou avant? Je ne sais plus exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une scène encore qui promet que cette union, c'est une union qui est bénie des dieux, parce qu'on entend les petites cloches. Manon qui dit à Des-Grieux qu'elle l'aime et vice-versa, il l'aime aussi. Ils se connaissent depuis 10 minutes, ils sont déjà bénis par les cieux. Plan sur Marie, sur les anges, sur le Christ, tout ça, les petites cloches. Des-Grieux dit à Manon de rester là, de l'attendre, et il va revenir et ils vont se sauver ensemble. Il s'en va, il sort de l'église. Et là, plan sur le bénitier, ou je ne sais, enfin en tout cas sur les fonds, j'ai un mot qui m'échappe, c'est pas grave. En tout cas, elle se regarde dans cette eau, ça fait Narcisse, et là on voit la vraie figure de Manon. Dans les yeux, dans le sourire, on voit: je l'ai bien eu, je l'ai manipulé, c'est bon, je suis sauve. Et après, ce n'est que ça, que de la manipulation, que des mensonges, la trahison. Elle fait... Là, je crois qu'elle rencontre le père même de Des-Grieux, contrairement à ce qui se passait dans le livre. Et elle a besoin toujours constamment de nouvelles robes. Enfin, c'est vraiment tout ce que reprochait Des-Grieux à Manon, et c'était un peu contestable dans le livre. C'est exactement ce qu'a choisi de traduire premier degré Clouzot dans son film. Donc tout ce qu'elle veut, c'est avoir des belles robes, vivre la grande vie. Elle se sert ouvertement de Des-Grieux, qui est obligé de faire toutes les... enfin d'avoir... de jouer, pour lui faire avoir ce train de vie qui est difficile à tenir. Et donc par jalousie, il tue un homme. Et d'ailleurs, il fait bien d'être jaloux, parce que effectivement, elle l'a trompé avec cet homme, et comme avec tant d'autres. Mais pas par nécessité, vraiment, parce qu'elle ne considère pas du tout Des-Grieux. C'est vraiment exactement le portrait qu'on fait des femmes depuis qui ne font que se servir des hommes, etc. etc. Et donc, finalement, Des-Grieux et elle, alors ça c'est, si vous voulez, dans ce film, il y a aussi des flashbacks. Donc, après leur fuite, d'ailleurs il y a une scène assez belle, et je pense que c'est un hommage au Magicien d'Oz. Pendant leur fuite, ils arrivent dans une ferme, il y a une roue. Alors c'est pas la... Mais quand même, ça m'a fait penser en tout cas au Magicien d'Oz, et je me suis dit que c'était un petit hommage, parce que c'est sorti peut-être l'année avant, je ne sais plus. Enfin, c'était assez récent. Bref, en tout cas... qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans une... Après qu'il ait tué cet homme à Paris, je crois qu'ils fuient tous les deux vers Marseille, où ils vont...
ils vont se cacher dans la cale d'un bateau où il y a plusieurs personnes qui sont déjà cachées, mais le capitaine, comme l'équipage est au courant, ce sont des personnes juives qui vont être transportées jusqu'en Égypte pour rejoindre ensuite la Palestine. Et d'ailleurs, il y a des très belles scènes dans la cale du bateau où là, avec des nuances de noir, des chants hébreux, la lumière tamisée, c'est vraiment très beau. En tout cas, l'équipage du bateau tombe sur, découvre le chevalier des Grilleux, pas le chevalier, des Grilleux et Manon. Ils sont transportés, on les amène au capitaine. Le capitaine voit qu'en fait, des Grilleux est recherché pour meurtre. Il décide de l'enfermer parce qu'ils ont déjà quitté le port. Et là, il y a une inversion des rôles. Contrairement dans Manon Lescaut, il y avait le chevalier des Grilleux qui d'ailleurs rencontre de Renoncourt à cet effet pour suivre Manon et pour pouvoir la voir régulièrement alors qu'elle est escortée et qu'elle va partir s'exiler. Lui doit aussi la suivre. Et donc c'est à cet effet que de Renoncourt lui donne de l'argent. Là c'est Manon qui en fait donne à un membre de l'équipage c'est tout ce qu'elle a de plus précieux pour pouvoir régulièrement voir des Grilleux. Et elle va jusqu'à coucher, en dernier recours, elle va coucher avec ce marin. Le capitaine la prend, mise au pied du marin et il aide en fait des Grilleux et Manon. Il leur permet de se voir et à la fin il les laisse enfuir. Je crois que c'est ça. Parce que le film, comme le livre, ça fait 1 an. À peu près un peu plus d'1 an, je n'ai pas revu, j'ai vu une seule fois. Donc je fais sur mes souvenirs. Mais c'est intéressant. Bref. Et donc voilà, il y a une inversion. D'ailleurs, le capitaine du bateau tient plusieurs rôles. Il tient également le rôle de Renoncourt et du capitaine, peut-être même du gouverneur, je ne sais pas. Enfin, voilà. Finalement, dernière scène, dans le dernier mouvement du film, donc les personnes juives comme des Grilleux et Manon arrivent en Égypte et là ils doivent traverser le désert. Ça fait un petit peu traverser sauf que le Sinaï c'est plus loin vers le sud, mais en fait ça fait traverser et à ce moment-là, je ne veux pas aller trop loin dans l'aspect religieux, mais il est réel là dans le film, mais tout autant mais c'est pas sur la même perspective, dans le roman. Là, des hommes qui portent des foulards, qui sont donc masqués, arrivent sur des chevaux et tirent sur ces exilés. Et dans le massacre qui est fait, Manon est tuée. On ne sait pas trop qui est cette menace. C'est une menace on ne peut pas dire exactement qui c'est. On ne sait pas. C'est une menace sans nom d'hommes sur des chevaux qui portent des foulards comme ça. Voilà. C'était très à propos de passer ce film il y a à peu près 1 an. Voilà. Et comment dire? Et alors là, donc c'est dans le désert, la luminosité c'est incandescent en fait cette scène-là.
C'est pour ça que je dis, il y a aussi une très belle lumière, que ce soit au début, que ce soit dans la cale du bateau. Bon, à Paris, c'est plus... Mais quand même, et après, à la fin dans le désert, la lumière joue un rôle... c'est quasiment un personnage. et donc, Des Grieux, même à ce moment-là, il n'ouvre pas les yeux. Il va transporter Manon à travers le désert, mais comme si c'était... Ça serait, voilà, un chemin de croix, on peut le dire, mais en même temps, il ne respecte pas du tout le corps de Manon comme devrait le faire un chevalier qui transporte un être qu'il aime ou qu'il aime, parce que je le mets au présent, l'amour s'en va pas dès que la personne meurt, il s'en va jamais. Donc voilà, imaginez Lancelot avec Guenièvre, c'était l'exemple que je donnais dans la version longue. On traite ce corps avec respect, en fait. On est délicat, on ne va pas le transporter comme si c'était une croix, un sac de patates ou une poupée en plastique qui pendouille et dont on voit le sein tout dénudé. Et pourtant, malgré la lumière incandescente, il n'arrive pas à voir qu'il n'a pas sans doute vraiment aimé Manon et qu'il ne l'a même pas connue en dehors de ce qu'elle représentait pour lui, c'est-à-dire l'aspect esthétique, l'aspect charnel, l'aspect plastique. Et le film se termine, il est en train de pleurer sur toujours la figure de Manon, sur le fait qu'elle soit si belle en fait. Et à aucun moment la vraie nature de Manon ne lui est apparue. La nature, selon ce que dit Clouzot, hein, cette nature perverse qui manipulatrice et tout ce qu'on veut, qui a fait ressortir chez cet homme ses pires côtés et l'a poussé à commettre des actes tels que le meurtre. Non, on est là sur un portrait de la femme qui n'est pas vraiment valorisant, qui est pourtant très répandu, il ne faut pas se leurrer. Depuis des centaines, même un peu plus, en tout cas dans notre région. Quand je dis région, c'est au sens assez large. Hein. Voilà, dans notre culture, on va dire. L'abbé Prévost était beaucoup plus mesuré quand même que Clouzot. Au pire, pour l'abbé Prévost, c'était une gentille fille, en fait, Manon, qui ne cherchait pas à faire le mal, qui le faisait malgré elle, parce qu'elle savait pas, elle n'avait pas vraiment conscience de tous l'effet qu'elle pouvait produire. Elle avait conscience du premier effet, peut-être qu'elle pouvait produire, mais pas de la peine qu'elle pouvait causer. Voilà, elle faisait de son mieux pour échapper pour survivre plutôt, et pour vivre malgré tous les obstacles et toutes les autorités auxquelles elle était soumise, les hommes à la volonté des hommes à laquelle elle était soumise. Voilà. Je ne vais pas aller plus avant. Je n'ai pas trop aimé la personnalité du chevalier des Grieux. Je crois que ça s'est entendu. J'ai eu beaucoup de difficultés à voir ce film jusqu'au bout pour plusieurs raisons. Notamment le moment auquel a été programmé ce film, j'ai trouvé ça... Mais ça se retrouve dans la programmation, mais à ce moment-là, j'ai trouvé ça un petit peu terrible. Je m'interroge toujours sur le pourquoi on fait lire ces œuvres-là à des adolescents et quel traitement on en fait. Je sais qu'à mon époque, quand on lisait ça,
on n'avait pas forcément un retour, un recul sur le fait que le comportement des femmes, des hommes, la vision de la femme à travers l'œuvre. J'espère que c'est fait aujourd'hui parce que je sais que vous connaissez tous, là je m'adresse directement aux jeunes garçons qui pourraient peut-être écouter. Vous connaissez tous des femmes qui ne ressemblent en rien au portrait que vous lisez, que vous voyez dans les films. C'est sans doute parce que les hommes comme les femmes ont des défauts, toutes les personnes ont des défauts, mais c'est quand même assez rare de tomber sur des êtres tout le temps perverses. J'espère en tout cas que c'est rare. Et que si on se contente d'être ce qu'on nous prescrit dans la société en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est déjà assez navrant parce que c'est très pauvre et c'est très pauvre d'un côté comme de l'autre en fait. Non, l'humanité est beaucoup plus riche et beaucoup plus belle que les portraits qu'on trouve souvent. Voilà, et j'ai un dernier rappel, gardez bien votre esprit critique. N'hésitez pas à vous rappeler aussi que l'histoire, que la littérature, que tous les domaines, la plupart des domaines artistiques aussi, mais culturels, enfin partout, pendant des centaines d'années, qui écrivait, qui lisait, c'était des personnes qui avaient déjà les moyens auxquels on faisait qui avaient les moyens d'être éduqués, qui avaient les moyens, qui avaient déjà accès à l'éducation. Donc c'était plutôt des gens riches, des personnes blanches, des personnes d'un niveau social élevé. C'était ceux qui écrivaient pendant des centaines d'années, c'était des rentiers. C'était des hommes. Et c'est cette vision-là qui est répandue partout dans la société. Et forcément, c'est une vision assez étriquée. Même si, d'une certaine façon, il y a de la richesse. De lire Shakespeare, Molière, Goldoni, Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski, et là je reste, vous voyez, sur au continent au sens large. Et j'en oublie tellement, il y en a tellement, je ne vais pas citer tout le monde, et encore là je n'ai pas fait sur des siècles et des siècles. Mais voilà, ça reste quand même... ça reste quand même plus pauvre que si on accède à des visions différentes. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite si vous passez des épreuves orales ou écrites d'ailleurs. Vous trouverez sans doute beaucoup d'aide pour les résumer, pour des trucs pour être efficace, rapide. Tout ce que vous ne trouverez pas avec moi, mais j'espère que d'un côté ça aura pu vous aider, mais même en dehors du bac. Voilà, moi c'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est peut-être que vous cultiviez l'esprit critique et l'ouverture d'esprit finalement. Vous savez que c'est mon truc et que vous ayez envie de lire aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures surtout. Merci.